S'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon truc, non, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Yann Roubert a été réélu, il a été élu tout simplement il y a quelques jours, quelques semaines à la tête de la Ligue nationale de rugby et il a pris les dossiers en main. Yann Roubert, président de la LNR, il a commencé à feuilleter ces dossiers-là et des premières discussions, des groupes de travail sont mis en place entre la Fédération française de rugby d'un côté et la Ligue nationale de rugby de l'autre, entre le sport amateur et fédéral jusqu'aux équipes de France d'un côté et le top 14 et la Pro D2 de l'autre. Et il y a du dossiers brûlants qui sont sur la table, Philippe Spanghero. Avant de parler des aspects purement financiers, il y en aura dans cette chronique. D'abord, la nouvelle convention, Fédération française de rugby, Ligue nationale de rugby, pour la mise à disposition des joueurs du 15 de France. Cette convention pourrait être réduite de 42 à 33, 34 joueurs, donc qui seraient mis à disposition à chaque fenêtre internationale par les clubs de top 14 à l'équipe de France de rugby. Qu'est-ce qui motiverait un tel choix, Philippe Spanghero? Est-ce un choix financier? Est-ce un choix de pression de la Ligue nationale de rugby, si ça change? D'abord, il faut se poser la question, c'est-à-dire qu'on on ferait pour moi, mais encore une fois, c'est très personnel, marche arrière en faisant ça, puisque on a dit longtemps qu'il fallait un vivier de joueurs à disposition du 15 de France plus large et force est de constater malgré tout que ça fonctionne. Les Anglais avaient fait ça bien avant et les Anglais étaient exemplaires à l'époque et étaient pris en exemple parce que ils avaient un modèle économique qui fonctionnait entre la fédération et sa ligue professionnelle. Donc, il y avait moins de sujets de tension dans la mise à disposition des joueurs. Donc, il y a en effet ce sujet-là, mais qui est un faux problème parce qu'en fait, la règle 9 de World Rugby qui régit la mise à disposition des joueurs internationaux oblige aux clubs de mettre à disposition, enfin, aux ligues de mettre à disposition 33 joueurs professionnels gratuitement. Donc ça enlève l'intérêt financier pour la Ligue nationale de rugby potentiellement de cet enjeu de l'enveloppe de la mise à disposition des joueurs internationaux qui est reversé au club, qui est capté par la Ligue en garde une partie pour ses frais de fonctionnement et ensuite elle redistribue ça aux clubs concernés par les mises à disposition. Donc ça pourrait quelque part inverser le rapport de force et desservir quelque part la Ligue nationale de rugby puisque la fédération pourrait revenir s'abriter derrière la règle de World Rugby qui impose aucune contrepartie financière. Mais au-delà de ça, philosophiquement, voilà, je pense qu'il y a une volonté commune des deux parties de travailler dans le même sens et de regarder dans la même direction. Parce que, en fait, moi, j'ai quand même un problème philosophique sur cette relation de Ligue-Fédération. Et c'est assez intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui de voir ce qui se passe avec le foot. Parce que ça permet d'éclairer un peu les relations entre Ligue et Fédération. Les ligues sont des émanations de la fédération. Rappelons-le, la ligue de football professionnel devrait disparaître la Ligue 1 et le foot professionnel français serait géré par la Fédé. C'est le souhait du président Diallo et pour ce faire, il remet en question la subdélégation de services publics. C'est-à-dire que les fédérations ont des délégations de services publics et elles-mêmes peuvent subdéléguer leur relation de service public à des ligues professionnelles. C'est le cas aujourd'hui et donc quelque part ça rend les ligues d'une certaine façon autonomes de leur fédération. Elles peuvent prendre un certain nombre de décisions sans l'aval de leur fédération. C'est ce que remet le président Diallo dans le foot français en question pour reprendre la main complètement sur la ligue, la dissoudre et en créer une société commerciale qui dépende directement de la fédération. Donc le rugby est pas du tout dans la même situation, mais philosophiquement, il y a quand même cette question en toile de fond de savoir qui pilote le rugby dans son ensemble et comment sont répartis les revenus que le rugby génère. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde très synthétiquement l'économie du rugby français, on a quelque part une anomalie dans le monde qui est pas mauvaise en soi, mais on a une ligue nationale qui est plus forte que sa fédération, c'est-à-dire qui a un chiffre d'affaires capte beaucoup plus d'argent. Vous avez à peu près 300 millions d'euros générés par le rugby ce qui est quand même français. Incroyable.
à l'année, et vous avez une fédération qui pèse 120, 125 millions et une ligue qui pèse 175. Donc ça pose quand même des questions sur les rapports de force. Et justement, alors ça c'est le premier sujet autour de la convention de la Ligue nationale de rugby et de la Fédération française de rugby. Un deuxième sujet qui en découle un petit peu quand même, faut le dire. On parle encore une fois de questions sportives. Faut-il aller en Nouvelle-Zélande avec les cadors? On le rappelle que normalement la tournée en Nouvelle-Zélande de cet été est réservée à une espèce d'équipe un peu d'équipe de France développement avec des joueurs, je reprends les mots de Fabien Galtier, sélectionneurs non premium. Et pourtant actuellement il y a des discussions qui se tiennent sur le sujet pour finalement amener des cadors. Est-ce que ça c'est du ressort de discussions FFR-LNR? Parce qu'à la base on nous parlait que de cas par cas et j'ai l'impression que c'est de moins en moins du cas par cas. J'ai envie de dire là que quelque part la FFR est victime de la volonté des joueurs de jouer en équipe de France. Et ça, on peut s'en réjouir parce que à certaines époques, les joueurs cadres traînaient quand même un peu les pieds pour partir en tournée d'été après des saisons longues. L'équipe de France allait moins bien, c'était plus une contrainte qu'autre chose. Aujourd'hui, on a des joueurs qui, au cas par cas, sont montés en Nouvelle-Zélande pour demander à aller en Nouvelle-Zélande. Et donc, quelque part, la fédération a dit, comment on arbitre ça? Et donc, forcément, il fallait le faire au cas par cas, parce que quand vous avez un Romain Tamac qui a été beaucoup blessé, qui a finalement peu joué, et qui dit qu'il a envie d'aller en Nouvelle-Zélande, à partir du moment où il arrive à convaincre son club, le Stade Toulousain, pourquoi l'équipe de France se passerait d'un Romain Tamac? Pourquoi l'équipe de France se passerait d'un Greg Aldrit? Donc, ça amène des questions, mais ça, quelque part, c'est pas une demande de la FFR, parce que dans le contexte global, il y a des sujets beaucoup plus stratégiques que ça pour l'avenir des deux institutions, et ce sujet-là doit pas cannibaliser ces discussions stratégiques. Alors les discussions stratégiques, on y arrive. La première, il y avait une espèce de promesse de campagne de Yann Roubert d'aider la Fédération française de rugby à renforcer sa trésorerie avec donc des aides de la Ligue, ce qui est quand même en soi une sorte de vision un peu particulière, puisque la Ligue, comme tu le disais, dépendait de la FFR. À quel point la Fédération française de rugby mise sur une aide de la Ligue de rugby, de la Ligue nationale de rugby pour renforcer sa trésorerie, d'autant plus qu'on la sait plutôt en difficulté, cette trésorerie. Ouais, on a parlé quand même très largement du contexte de la Fédération française de rugby et de pourquoi elle en est là aujourd'hui. Donc, tous les acteurs doivent assumer quelque part la situation. Aujourd'hui, philosophiquement, la Fédération, elle dit une chose assez simple. Elle dit que c'est des chiffres concrets qui disent qu'aujourd'hui, sur cette richesse créée par le rugby en France d'un peu plus de 300 millions, tous canaux confondus, vous avez 10% qui revient au rugby amateur. C'est pas assez. Le rugby a besoin de terreaux beaucoup plus fertiles et de bases beaucoup plus solides dans les territoires pour continuer à développer son nombre de licenciés, pour continuer à former et in fine servir aussi les clubs professionnels. En toile de fond, c'est le discours de la Fédé. Et donc la Fédé dit, comme la Ligue se porte bien et que quelque part elle se porte bien aussi grâce au travail de tous les petits clubs amateurs, il faut qu'on arrive à ce que la Ligue aide la Fédération à passer ce cap difficile. Et donc, dans les faits, c'est pas complètement une aide exceptionnelle. Il y a plusieurs façons de le voir. Soit on considère que c'est une aide exceptionnelle, soit on considère que c'est une revalorisation aussi de déséquilibres qui se sont créés dans le temps sur des aspects sur lesquels la Ligue s'est engagée à cofinancer avec la fédération. Par exemple, vous avez un bloc qui concerne tout ce qu'on appelle les CTC, les cadres techniques qui maillent le territoire et qui font un super boulot, puisque depuis qu'ils ont été mis en place, il y a 100 000 licenciés supplémentaires qui sont arrivés à la Fédération française de rugby. Ça, c'est un programme qui est cofinancé depuis l'origine par la Ligue et la Fédé. À part que le coût de ce programme, il a beaucoup évolué dans le temps, et que la contribution de la Ligue, elle n'a pas évolué de la même façon. Vous avez aussi le sujet de l'arbitrage. Il y a une règle, une convention entre la Ligue et la Fédé. Les arbitres dépendent de la Fédération française de rugby, mais comme c'est eux qui arbitrent le top 14, la Pro D2 tous les week-ends, il y a une contribution de la Ligue nationale de rugby au programme de formation. La Ligue loue les arbitres à la FFR un peu, quoi. J'ai l'impression. Alors, dans les faits, ça se passe pas comme ça. Ils financent un bout du programme de formation des arbitres
de la détection, de l'accompagnement. Mais aujourd'hui, il y a une question qui se pose sur justement la contribution de la Ligue nationale de rugby à ce programme d'arbitrage. Et puis ensuite, vous avez la participation à ce championnat de national, qui est quand même un sujet un peu bancal, mais qui, dans les faits, doit être soutenu par la Ligue nationale de rugby. Donc, il y a plein de discussions qui sont sur la table, plein de leviers sur lesquels la fédération insiste. Moi, ma vision, c'est que, en fait, je comprends les deux parties, mais quand on regarde la chose en hauteur, on se rend compte que, en fait, ce modèle de relation Ligue-Fédération, il ne peut pas marcher si une des deux institutions va mal. On le voit dans le français. Je suis d'accord avec ça, Philippe, mais la vraie question, c'est quel est le rapport de force qui va être créé entre Yann Roubert et Florian Grill, parce que il y a toujours eu des rapports de force ces dernières années entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, et ils sont pas forcément négatifs. Quand je parle de rapport de force, je parle d'équilibre aussi. Ça peut être un équilibre. Quel équilibre on va aller chercher entre la FFR et la LNR, qui va avoir un peu plus de domination l'un sur l'autre, parce que ça conditionne quand même beaucoup de choses dans le rugby français. Oui, mais dans les faits, j'ai envie de dire quelque part que la fédération reprend un peu la main pour une raison simple, c'est que elle a des arguments pour elle. C'est pas une volonté de tordre le bras à la Ligue nationale de rugby. Elle est dans une situation financière inédite du fait de toutes les erreurs de gestion de la Coupe du Monde que tout le monde subit, parce que le rugby pro l'a subi aussi. Mais quand vous avez votre fédération de tutelle, quand vous êtes la Ligue nationale qui est autant en difficulté et que vous générez des profits tous les ans, vous pouvez raisonnablement pas vous dire que c'est normal et que ça peut continuer comme ça. Parce qu'à partir du moment où la fédération est trop fragile, si on se projette à moyen long terme, ça rejaillit forcément sur le rugby professionnel. Si les bassins qui fournissent les joueurs à la formation des clubs pro sont plus traités correctement, s'il n'y a plus les bons éducateurs, s'il y a une fuite des gamins et du nombre de licenciés. Donc voilà, la difficulté en fait, c'est de faire cohabiter les visions très court terme des uns et des autres, et des présidents de clubs de top 14 qui sont sur des économies fragiles, qui peuvent chaque année perdre quelques millions de leur poche personnelle et qui sont forcément focus là-dessus, avec la vision de l'intérêt général. Et si on se place dans la vision de l'intérêt général, forcément, la Ligue a intérêt et a nécessité à accompagner la fédération à passer cette passe difficile. Et ça va être des sujets qui évidemment on va suivre sur Sud Radio, sur la radio du rugby, sur les prochains mois et prochaines années sur notre antenne, avec toujours l'éclairage de Philippe Spanghero. Philippe, reste avec nous, on va parler du Castres Olympique. Il y a quelqu'un que tu connais bien qui arrive à l'antenne, il s'appelle Mathias Roland. Castres, Clermont, demain soir à 21h pour un match qui sera plein d'émotions. On en parle dans un instant.